Cher frère Yao, chère amie Claudine, autant vous rassurer tout de suite, je ne suis pas Spider-Man, je ne suis pas Bruce Lee. Et je ne veux jouer aucun rôle dans un film de fiction. Je suis venu vous dire que ce qui se passe dans les quartiers précaires en Côte d'Ivoire est un véritable danger que courent les différentes populations. Le sentiment qui m'anime en ce moment, c'est une peur. Cette peur m'envahit tout simplement parce qu'il y a de quoi avoir peur. Je ne veux pas faire de la rime, je vais simplement vous planter un décor qui va interpeller plus d'un. Il s'agit donc des quartiers précaires. Un reportage à suivre avec un intérêt particulier. Et vous comprendrez combien de fois des dangers guettent les populations qui sont dans les quartiers précaires. Yaoundé, vaste bidonville. Mais cela ne suffit pas à traduire la fracture qu'il représente dans Abidjan. Il abrite l'un des plus grands fumoirs de drogue de la commune de Yopougon. S'aventurer ici de nuit comme de jour sans guide, c'est pénétrer en eau trouble sans en mesurer la profondeur. Mais pour Yves, qui y vit depuis une vingtaine d'années, c'est un quartier comme les autres. Son temps libre, Yves le consacre depuis quelques années aux jeunes de ce quartier défavorisé qui ont sombré dans la drogue. C'est comme un confirmateur. Ok mon gars. 2 jours, hein? Ouais, ça va. Tiens, j'ai pensé à toi cet après-midi là. Okay. Hein? Je viens de te voir si tu as un petit temps là. On va s'asseoir quelque part pour pouvoir échanger. Pour le moment, d'accord, il y a un petit temps. On peut s'asseoir. Merci à toi de ton petit temps que tu réserves pour moi. Okay. Bon, je suis arrivé cet après-midi là, comme tu le sais si bien. J'ai pour habitude d'échanger avec mes jeunes frères. Je fais toujours la campagne de sensibilisation sur le VIH, la tuberculose, l'hépatite et aussi le planning familial pour vous, les personnes âgées des drogues. Au niveau de votre consommation, comment est-ce que vous vous sentez actuellement? Est-ce que vous avez cherché à diminuer en nous écoutant? Comment vous tenez toujours votre cap de niveau de consommation? Au niveau de la consommation, actuellement, quand on parle de quelqu'un qui est accro, il n'a pas de limite de consommation. Eugène est accro depuis 10 ans à la marijuana. Son sang semble scellé. La drogue a ruiné sa vie. Au début, je voyais ça un plaisir pour moi. Aujourd'hui, je vois que là, c'est une corde qui est aussi mon cou. Lorsque je me lève le matin, c'est obligé que j'aille fumer. Lorsque je me lève le matin, c'est obligé que j'aille fumer. Même si j'aille couper la tête de l'homme, là, je vais m'arranger pour fumer. Même si j'allais mettre quelque chose en garage, je vais le faire pour fumer. C'est ce que la drogue demande. Et il n'y a pas un usager de la drogue qui a dit ce que je dis là, c'est faux. La drogue, si tu ne gagnes pas, forcé. Même si c'est pour aller dérouiller ta mère, tu vas le faire. Tu vas venir fumer. Quand tu as fini de fumer là, c'est là que tu vas réfléchir de l'acte que tu es en train de poser. Jeune exemplaire et virtuose de la couture, la mauvaise compagnie des amis d'un quartier de rejetés et l'accès trop facile à la drogue l'ont conduit à franchir le pas. Et depuis, il est pris dans l'engrenage. J'ai été avec un ami qui m'a pris, il m'a hébergé. J'ai vu que je dormais chez lui, je faisais tout chez lui. Donc quand il m'a dit, frère, ça c'est une drogue. Quand tu prends ça, ça ne te fait pas tousser. Quand tu prends ça, ça te met à l'aise. Voilà comment je vais prendre la drogue et je vais essayer. Le premier jour, j'ai essayé, ça n'a pas... En tout cas, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Et le lendemain, il est revenu encore pour la même chose. Et ce qu'on a fait hier, là, c'est comment? Il dit non, en tout cas, hier, là, je n'ai pas senti, j'ai rien senti en tout cas. Il dit non, pour essayer une deuxième fois, tu vas voir. Comme c'est nouveau, voilà pourquoi. Essaye une deuxième fois, tu vas voir. Je vais m'engager encore pour une deuxième fois. Et voilà comment je vais rendre le premier jour. Où ça après me prendre bien, je vais rendu le premier jour. Voilà comment c'était parti. Le soir, mon mère est venu vers lui et dit, frère, c'est comment? Ce que tu as envoyé hier, il faut aller payer encore. Il lui a donné 5 000, il va aller payer, venir. On va brûler. Il est rongé par les remords, mais dit avoir atteint le point de non-retour.
Il sensibilise, demande sans trop y croire à ses jeunes frères de ne pas essayer, de choisir une autre voie. Je donne conseil à la jeunesse de maintenant et la jeunesse d'aujourd'hui de laisser la drogue, de ne pas s'approcher à la drogue, que la drogue n'est pas une bonne chose. Moi-même, j'en fais partie. Ça a détruit ma vie, ça m'a beaucoup mis en retard. Je n'ai plus de biens, je n'ai plus rien. C'est que j'ai travaillé, j'ai gagné 5 000 aujourd'hui, ça va de la drogue, tranquille. Ça fait même pas 30 minutes. Ça fait même pas 10 minutes. Dès que ça touche ma main, dès qu'il top, c'est parti. Donc je demande à la jeunesse de ne pas toucher à ça. Faut que j'arrête la cigarette, je me tue à petit feu. Il faut que j'arrête. Dans de nombreux cas, ce message arrive bien trop tard. Pour les jeunes de ce quartier, la plupart sans emploi, la drogue est devenue l'exutoire de leurs problèmes, la réponse à l'oisiveté, le temps d'un shoot. On semble tout oublier et quand on devient accro, on est prêt à tout, même au pire, pour acheter sa dose. Pour les filles, le plus vieux métier du monde, comme une évidence, est la seule issue. C'est Dieu qui peut me sauver. J'ai tout essayé, toujours récidivé. C'est une question de volonté. C'est Dieu qui peut me sauver. À quelques pas de l'atelier d'Eugène, ce bistrot, lieu de rencontre de jeunes filles, bien souvent des filles de joie, Ange était l'une d'entre elles. Madame Béret. Cigarette en main, malgré sa grossesse, difficile de se défaire des mauvaises habitudes. Mon travailleuse m'a mené à la prostitution, et à fumer, à faire toutes sortes de trucs. Son histoire avec la prostitution démarre au tout début de sa jeune vie. En 2014, ma maman a quitté la Côte d'Ivoire. Elle ne vivait plus ici. Donc elle nous a laissés, moi et mes soeurs, chez nos parents. On était là-bas jusqu'à... On a vu que là-bas nous arrangeait pas, les parents parlaient trop sur nous. Donc du coup, chacun s'est cherché. Il ne faisait rien. Il y avait des camarades, elles sortaient, elles partaient. Les soirs, chaque soir, elles sortaient. Donc du coup, parce qu'il n'y avait pas d'argent, donc je me suis mis avec eux, on sortait. On partait dans des... s'arrêter devant des maquis, les boîtes de nuit. On partait chercher l'argent là-bas. Jusqu'à 6 mois, il a commencé à fumer. Parce que tous mes camarades avec qui je marchais fumaient, donc du coup, il a commencé à fumer. Un peu. Il a commencé à fumer. Il était dedans. J'ai croisé le papa de mon premier fils. Il dit, je ne veux plus me voir dans cette vie-là. On a fait un garçon aussi. Donc il était chez lui jusqu'à... Lui aussi, ses parents parlaient trop. Donc du coup, il a quitté chez eux. Je suis revenu encore ailleurs aussi. Revenu derrière mes mêmes camarades. J'ai recommencé encore ma vie que je menais. Je sortais chaque soir, je partais chercher l'argent au goudron. Je revenais. Souvent ça marchait, souvent ça ne marchait pas. Mais on est dedans. Souvent quand tu vas avec un client, tu exiges qu'il utilise la préservatif. Maintenant il y a d'autres, ils te disent que non, ils ne peuvent pas. Bon, on fait ça avec. Mais je sais que je n'ai pas chopé une maladie. Souvent, quelques rares fois quand je partais à l'hôpital, je partais faire mon test à médecin du monde. Je partais faire mon test et puis bon, je revenais. Donc je sais que... Choper une infection urinaire? Si, j'ai déjà chopé une infection urinaire. Pour elle, cette vie aurait été autre si elle n'avait pas vécu ici, dans ce quartier précaire qui lui a écrit ce destin fracassé. Je regrette souvent, parce que je me dis que si je n'étais pas rentrée dans cette vie-là, je n'allais pas avoir 2 enfants à mon petit âge là. Donc du coup, je regrette vraiment beaucoup. Elle reste incertaine quant à son avenir, même si elle a des ambitions. Si j'ai la possibilité, je veux reprendre mes études et puis voir ce que l'avenir me réserve. Seul Dieu peut me sauver. Le sort des jeunes de ces quartiers défavorisés semble connu d'avance.
La réussite devient une exception et pourtant ce type de quartier est toujours présent dans le paysage urbain d'Abidjan où s'affiche sur large écriteau « Il y a problème ». Abidjan, la perle des lagunes sur certains flancs, donne le reflet d'une ville complètement désorientée, la faute à une croissance démographique non maîtrisée. Ainsi donc, dans l'agglomération abidjanaise cohabitent de façon disharmonieuse des habitats normalisés, classiques ou huppés, et des habitats spontanés, précaires ou non. Quelles sont les actions entreprises en faveur des habitants de ces quartiers défavorisés? Pourquoi cette persistance des quartiers précaires? Quelles sont les réalités que vivent ces populations? Existe-t-il une politique sociale à leur endroit? Pendant plus de 2 semaines, nous avons sillonné les quartiers précaires d'Abidjan pour comprendre leur vécu. Yopougon Doucouré. Dans ce quartier, le temps semble s'être figé. 36 ans d'existence, et il exhale toujours le même parfum, la même odeur, celle de la misère, de la souffrance, de la précarité. Des cabanes construites à la va-vite aux matériaux rudimentaires côtoient des maisons en dur à l'architecture archi banale, aux murs défraîchis et aux toits troués. Les rues où ce qui en tient lieu, terrain de jeu des enfants, ne sont guère reluisantes. Chaque jour, on franchit un cap vers la descente aux enfers. Diomandé habite le quartier depuis une 30aine d'années. Membre d'une ONG, il rend régulièrement visite aux personnes les plus vulnérables de sa communauté. Ce matin, il a rendez-vous dans cette cour. Salam alaikum. Salam alaikum. Anoula. Ava. Amina. Amina Arabi. Amina Arabi. Vous êtes encore dans la maison de veuvage? Dans la maison. Je ne suis même pas encore sorti, même pour sortir au dehors. Peut-être c'est pour aller payer quelque chose et je rentre. Je ne sors pas. Parce qu'ils vont te demander c'est rentré, c'est sorti là. Même aujourd'hui, je suis sorti là. Me demande, il y a longtemps, je suis vite. Elle a commencé à pleurer, moi aussi j'ai commencé à pleurer. Tout le temps, rappeler les choses là, vraiment ça me fatigue. Ok. Ça me fatigue. Vraiment, mes condoléances, que la terre lui soit légère, paix à son âme. Veuve avec des enfants en charge, pour la plupart au chômage, chaque jour la situation se dégrade pour elle et sa famille. Voilà. C'est ce que je cherche. C'est la qualité du riz là qui est là. Je ne sais pas. Je lave. Ça, c'est du riz qui... Je lave, parce que c'est ça. Je peux payer un peu. On dirait que c'est des résidus, on ne sait pas si c'est quitté dans cendre ou bien, vous voyez, ça a une couleur de cendre. C'est ça, et là. Donc elle prend... Je lave. Voilà, elle lave. Je mange. Oui, elle lave pour manger. Tu payes ça? C'est une fille, elle vit de Agnaman, c'est d'elle. Je ne peux pas trouver ça ici. C'est elle, je la fais venir le sac, elle m'envoie le sac à 15 000 francs. Le sac à 15 000 francs. Si on me donne 5 francs, je la donne. On me donne 10 francs, je la donne. Jusqu'à j'ai fini de payer. Sans moyens financiers pour nourrir les siens, il doit se contenter de ce riz à la qualité douteuse qui a tout l'air de ce qui devrait être destiné au bétail, vu cette eau noirâtre qui en découle. Mais entre mettre sa santé en péril ou mourir de faim, le choix est vite fait. Ah, mais je fais comment? C'est ce que je lave, hein. Je lave. Ah, ça n'a été bien. Moi, généralement, ici au quartier, ici, je connais tout le monde me connaît. Voilà, il y a des personnes qui sont dans des pauvretés très, très extrêmes. Ils sont dans des pauvretés très, très extrêmes. Comme la bonne dame, par exemple, elle nous a montré le riz. Voilà comment elle a lavé le riz est devenu blanc, c'est ce qu'elles vont manger. Et chez elle encore, il y a ce riz-là. Mais d'ici, on ira voir une autre personne qui n'a pas ce riz-là aussi, qui vit aussi dans une condition très, très, très difficile. Voilà, et puis il y a le déguerpissement du quartier qui vient s'ajouter. Si on dit à la bonne dame là, de quitter ici pour aller se prendre une maison ailleurs, je ne sais pas comment elle pourra payer la maison. Mariam bénéficie cependant des filets sociaux, une aide du gouvernement destinée aux personnes les plus vulnérables. Mais la maladie de son époux a englouti ses sous qui devaient lui servir à lancer une activité génératrice de revenus. Elle fait du surplace. Les 36 000 là, quand je prends, l'ordonnance est là. En même temps, je rentre à la pharmacie. Je me paye moi-même mes médicaments. Plus ces médicaments, plus ces couches. Couches seulement fait combien?
couche seulement, 4 paquets là, ça fait combien? Ça me fait 12 500 francs. 12 000 francs, 12 000 francs. Si on enlève dans 35 000 francs, ça reste combien? Tu payes ça au moins 8 paquets. 8 paquets, ça fait combien? 12 500, 12 502, ça fait combien? Ça te fait déjà 25 000 francs. Ça fait déjà 25 000 francs. Bon, couche, c'est 12 qui est dedans. 2 fois 10 dans le paquet. 10 dans le paquet, si tu changes la personne 3 fois. Comme elle, la plupart des personnes habitant ce quartier ont difficilement accès aux besoins de base, tels que la nourriture. Pire, atterris ici après moult déguerpissements, ils devront bientôt quitter les lieux avec les travaux du 4e pont qui avance à grands pas. Mais pour quelle destination? Un autre quartier précaire? Peut-être. Tu peux tout me faire, ne m'envoie pas au cimetière. L'accès aux soins reste l'une des grandes problématiques des quartiers précaires. Avec un pouvoir d'achat faible et un revenu inférieur au SMIC, ces familles ont souvent recours aux soins traditionnels, sans examen préalable. Conséquence, beaucoup décèdent pour des maux bénins qui se transforment en pathologies graves. Le quartier d'Oukouré a cependant beaucoup de chance. L'ONG Médecins du Monde y a construit un hôpital communautaire où les populations ont accès à des soins à moindre coût, même si cela est encore pour beaucoup un luxe. Tatiana fréquente depuis longtemps ce centre. Elle y vient ce matin en consultation postnatale. C'est pourquoi nous te posons cette doléance pour ne pas que tu nous emportes. Maladie, tu peux tout me faire. Bonjour bébé maman. Bébé s'appelle comment? Quadio Kylian. Ah, Quadio Kylian. Votre TD, hein? Bébé masculin. Oui. Ok. Merci d'être passé. Bon, notre centre est en destruction. Tous nos clients nous ont fui. On ne sait pas où mettre de la tête. Merci d'être venu. Mais maman, comment je suis de passage là, bon, j'ai l'habitude de venir ici. C'est ici que j'ai pris le carnet de l'enfant et autres. Mais je me dis que vous ne travaillez plus, vu que c'est cassé. Donc quand on passe, on a l'impression que vous n'êtes plus là. Peut-être c'est pour ça qu'il n'y a plus de clients. Nous sommes là. Malheureusement, c'est ce que vous avez constaté. Mais comme on ne peut pas s'opposer au développement du pays, on est là, on attend que la mairie nous trouve un espace où nous localiser parce qu'on est pratiquement le seul centre ici. Hein. Oui, oui. Et ça fait 26 ans que nous sommes là. Oui, oui. On ne sait pas où aller. Vous voyez que le centre même est désert parce qu'ils ont vu que les clients ont vu qu'on est en destruction, ils ne savent pas où aller. C'est ceux qui sont courageux qui s'arrêtent un peu comme vous. Bon, je me sens mal parce qu'ils vont casser. Moi, ça me plaît pas quoi, parce que les docteurs qui sont ici, en tout cas, ils s'occupent bien de la vie des enfants, ils prennent soin. Et puis, c'est pas loin de chez nous, tout ça. Pour cette spécialiste de la santé, c'est difficile à accepter. Elle s'inquiète pour ces nombreuses familles sans grands moyens. C'était déjà des gens déguerpis. Et le maire, en son temps, le maire d'Oukouré Moustapha, les a logés. Et il savait que c'était un quartier précaire, il savait qu'il devait partir d'un moment à l'autre. Mais comme c'est le développement a tardé jusqu'à maintenant. Et il y a des enfants qui sont nés ici. C'est comme ça la Banque mondiale a voulu qu'on ait un centre de santé communautaire pour s'occuper de cette population. Et nous sommes là depuis 26 ans. Et aujourd'hui, bon, nous allons partir. Mais où? Donc si les autorités peuvent trouver un espace pour les gens qui sont restés, nos clients, nos malades viennent d'un peu partout. Et surtout que nous avons des malades chroniques qu'il faut suivre. Si nous partons, nous allons où? Et quel sera leur sort? Avec les malades qui vont aller s'approvisionner loin d'ici, ils avaient déjà un problème de nourriture qu'ils posaient. Voilà. Payer encore le transport pour venir chercher les médicaments, vraiment c'est un souci. Et pour nous, et pour nos malades. Mayembli, Nyangon continue, Yaosei, Doukouré.
On dénombre en tout 48 quartiers précaires à Yopougon et 142 dans le district d'Abidjan. Qu'est-ce qui explique la prolifération de ce type d'habitat? Baou Stéphane est le président de l'Ordre des urbanistes de Côte d'Ivoire. Son travail consiste à planifier et penser le développement des villes. On avait demandé de faire l'aménagement des 5 hectares là, de ce projet-là. Essayez de m'expliquer un peu comment vous avez fait ça. Okay. D'abord, avant d'arriver sur les 5 hectares, ils étaient partis sur un site de 50 hectares. D'accord. Et après les 50 hectares, il y a un ravin et puis il y a l'autre partie du site. Si nous avons fait sortir les zones non urbanissables, c'est-à-dire la partie du ravin, et de là maintenant... À Abidjan, ça arrive, les gens s'installent, mais normalement, ils ne doivent pas le faire. Ils s'installent à leur risque et péril. Voilà, donc naturellement, il faut éviter de s'installer dans les zones de dépression, qu'on appelle communément les talvecs. C'est les passages naturels de l'eau. Donc quand vous installez là, vous obstruez le passage de l'eau. À un moment donné, l'eau, il va passer. Avant que les gens s'installent sur un site, d'abord, il y a le géomètre agréé qui fait l'état des lieux. L'état des lieux, ça permet de donner un peu la morphologie du site. D'accord? Et à partir de ce stade des lieux, l'urbanisme maintenant intervient pour faire une proposition d'aménagement. Donc, il essaie de regarder par rapport à la configuration du site que nous avons. On installe les populations. Souvent, dans les zones de pente, on met des habitats de standing. Et puis, dans les zones où il y a moins de pente, on met les habitats économiques ou sociaux. Pour lui, plusieurs raisons expliquent la prolifération des quartiers précaires à Abidjan. De 1960 jusqu'à 1980, la Côte d'Ivoire était un pays qui a connu forte croissance. On parlait en ce moment de miracle économique. Donc, il y a eu le port qui a été construit et des zones industrielles qui ont été réalisées pendant cette période-là. Et généralement, ces infrastructures-là économiques ont besoin de gens pour travailler. Et souvent, parmi cette population qui vient pour travailler, elle n'a pas assez de moyens de se déplacer. Donc, elle préfère rester auprès des zones d'activité. Les gens que nous employons pour travailler chez nous, qu'on appelle les gens de maison, ils sont obligés de s'installer quelque part. S'ils ne peuvent pas habiter sur leur patron, ils sont obligés d'habiter à côté. Parce qu'aujourd'hui, on dit le SMIC, c'est à peu près à 60 000. Mais avant, c'était moins que ça. Et la personne devait se loger, devait se nourrir, se déplacer. Donc, si elle peut habiter proche de son lieu de travail, donc le volet dépenses de transport est réduit. Quartier Colombie, un quartier dont l'architecture contraste avec les résidences cossues de Cocody. Mais tout doucement, le quartier fait sa mue. Jean-Yves, habitant du quartier, a suivi son évolution. Avant, c'était des baraques, c'est la broussaille, même tout ça là. Mais avec la construction du 3e pont Yopougon Plateau, donc comme les Hébreux même doivent revenir ici, donc le quartier est en train de développer, ils sont en train de construire, enlever les baraques pour construire des maisons dures, tout ça là. Et puis bon, l'État aussi est en train de nous aider aussi par les canalisations. Avant, tout ça, ça n'existait pas, l'eau ruisselait un peu partout. Ça même là, bientôt, même là, tout ça même là va disparaître. Tout cela va disparaître, mais c'est un peu. Dans ce quartier autrefois sans aucune commodité moderne, l'État procède à une rénovation et installe des réseaux d'assainissement, construit des voiries modernes et des écoles primaires. Le but, permettre à ces populations d'avoir un minimum d'infrastructures pour leur épanouissement. C'est aussi le but du projet PACRA, le projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan. Il permettra d'améliorer les conditions de vie de près de 300 000 habitants de 5 quartiers restructurés. Pour l'heure, dans le quartier, une inquiétude majeure demeure, l'accès à l'eau potable. Sur ce site convergent chaque matin les femmes à l'instar de Fatim. Chaque matin, c'est toujours le même rituel, le même combat. Il y a quoi ça ici? Il y a même pas l'eau. Son mari même laisse travailler là. Pas dire si c'est là pour venir donner la femme. Tu viens me montrer la femme là. Elle crie leur agacement quant à l'accès difficile à ce liquide précieux qui impacte fortement leur quotidien. Fatim vient de subir une opération chirurgicale, mais est obligée de transporter ses bidons. Ça fait 2 ans que je vis ici. Maintenant, on a un problème d'eau, il n'y a pas l'eau. Où est-ce là? Il a fait ses arènes, il est obligé d'aller charger l'eau tous les jours.
L'eau là même, ça ne suffit pas. Tous les sites, on les puiser l'eau, un peu de temps, ça va finir. On est obligé d'aller charger l'eau. Ce qu'on veut, on demande à l'État de nous envoyer au compteur d'eau. C'est tout ce qu'on demande. C'est parce qu'il n'y a pas de mesure, ils sont cassés chez nous, donc on ne sait pas où on va aller. On est obligé de venir s'abriter ici, en attendant. Vous étiez où avant? On était en Gobelé. Donc ils ont cassé là-bas, on est obligé de venir habiter ici, en attendant qu'on puisse avoir l'argent pour prendre une bonne maison. Port-Bouilly, quartier Cocoterin. Dans ce quartier, les femmes ont décidé de se prendre en charge. C'est le cas de Odile. Elle embauche plusieurs autres filles. Celles-ci subviennent aux besoins de leur famille grâce à cette activité. Mais ce n'est pas toujours aisé. Odile veut un meilleur avenir pour ses enfants et fuir cette promesse de précarité. Mon souhait, c'est de ne pas continuer dans ce domaine. Il ne peut pas rester dans cette souffrance. Et puis mes enfants sont souvent venus souffrir. Une lueur d'espoir pour ce quartier où la précarité est devenue un fait presque banal. Aki et ses amis vivent depuis 17 ans ici. On vit dans une précarité. Quelqu'un qui a les moyens suffisants, quelqu'un qui est suffisant, ne peut pas vivre en bas de ces cocotiers-là. Regardez un peu. C'est des risques. Est-ce que vous ne voyez pas? Et de deux, ce n'est pas un quartier loti. Il n'y a pas d'espace libre. Il n'y a pas de place pour le jeu des enfants et tout ça. Est-ce que vous voyez un peu? Mais on s'y met parce qu'on ne peut pas faire autrement. Dans ce quartier aux encablures de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, tout espoir est perdu, mais il reste encore suffisamment de force à ses oubliés pour crier. Il y a un problème sérieux et c'est imminent. Quartier précaire, Abidjan a donc du mal à faire SAMU. C'est un excellent document signé Amerl Mendy, Hugues Djidji et Ahmed Badini. C'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, de faire le tour de la table et échanger avec nos différents invités, qui ne sont autres que M. Baou Stéphane, qui est donc le président de l'Ordre des urbanistes de Côte d'Ivoire. N'est-ce pas, M. Baou? Ça veut dire quoi exactement, l'Ordre des urbanistes? Vous faites quoi exactement? En fait, l'Ordre des urbanistes de Côte d'Ivoire a été créé en 1994. D'accord? Et les urbanistes, ce qu'ils font de façon générale, ils interviennent sur le foncier à plusieurs niveaux. On intervient en concevant des schémas directeurs, des plans d'urbanisme de détail, des lotissements et des plans de masse des opérations mobilières. En gros, l'urbaniste, il planifie la ville pour pouvoir créer un cadre cohérent pour les populations. C'est-à-dire que dans notre planification, nous définissons des zones d'habitation, des zones d'équipement, des zones d'activité et des zones non constructibles. Donc, c'est notre métier, c'est ce que nous faisons tous les jours. À côté de vous, M. Baou, vous avez M. Diomandé. Vous venez du quartier d'Oukouré, c'est ça? Oui. Voilà, okay. Je suis habitant du quartier d'Oukouré. Oui. Voilà, je suis là depuis 1984. Voilà, j'exerce mon métier ici et puis j'habite ici. Oui, mais le quartier d'Oukouré dont vous parlez, on dit que c'est un quartier précaire. Oui, c'est un quartier précaire. Il faut dire que le quartier a été créé en 1986. Le président Houphouët, paix à son âme, quand il a eu besoin du site de l'actuel CHU de Yopougon, il y avait les déguerpis de Port-Bouilly. Donc il a demandé au maire d'Oukouré, à l'époque, voilà, de trouver un site pour libérer le site de l'actuel CHU. Donc ceux qui ont été déguerpis de cet endroit-là sont venus, Doucouré les a donné le quartier ici pour s'installer. Donc ils sont venus s'installer provisoirement. D'où l'appellation de Doucouré. Voilà, Doucouré. Donc pour la reconnaissance, le chef d'alors, c'était Adama, un bobo. Voilà, ils ont décidé comme ça, comme c'est Doucouré qui était le maire, qui leur a donné l'espace, donc de dédier le nom du quartier au maire Doucouré Moustapha. Vous êtes combien là-bas? Dans ce quartier Doucouré, vous êtes dans combien? Ce quartier, on a compté, il y a plus de 130 000 personnes qui habitaient le quartier, mais pour le moment, la voirie a fait partie presque la moitié, puis bon, le reste est encore là. Monsieur Baou, pour vous, un quartier précaire, qu'est-ce que c'est? Au niveau des quartiers précaires, nous avons 4 types de quartiers précaires. Nous avons des quartiers précaires qui sont liés au fait que, liés au statut foncier, c'est-à-dire que c'est une zone où il n'y a pas de titre de propriété. On a des quartiers précaires qui sont liés aux matériaux de construction, c'est-à-dire les gens construisent des matériaux de récupération. On a des quartiers précaires où c'est lié aux équipements, c'est-à-dire c'est une zone où il n'y a pas d'équipement, les équipements de base, à savoir l'eau, l'électricité,
et écoles, centres de santé. Et on a des quartiers précaires qui sont des quartiers qui sont liés au site. C'est-à-dire les gens occupent des zones qu'on dit dans notre jargon non aedificandi. Et pour être plus simple, les gens occupent des talvegs ou bien des zones qui peuvent faire l'objet d'éboulements. Donc voilà les différents types de quartiers que nous avons. Donc les quartiers précaires, c'est une zone où soit il n'y a pas d'équipement, soit il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des éboulements, soit il peut y avoir des accidents. Je me rappelle très bien, en 86, 85, dans un quartier précaire de Koumassi, pour des problèmes d'électricité, il y a eu un incendie qui s'est déclenché, parce que vous voyez les fils que nous avons au-dessus de nous, c'est un peu dans tous les sens. Il y a eu 3 morts et 500 personnes sinistrées. Donc souvent, les gens qui sont dans les quartiers précaires, ils sont en danger. Excusez-moi, M. Baou. Alors, M. Diomandé, comment pouvez-vous vivre dans cet environnement-là? Vous ne pensez pas que c'est un danger que vous courez avec tous ces fils-là qui traînent autour de vous? Voilà, on court le danger. On est conscient qu'on court le danger, mais à force de pauvreté que nous sommes dans ces quartiers, vous voyez, vraiment, je ne sais pas, on se sent un peu oublié un peu par l'État de Côte d'Ivoire. En temps normal, on ne devait pas vivre dans des environnements comme ça. L'État pouvait... Qu'est-ce qui devrait être fait qui n'a pas été fait? Voilà. Et puis comment vous êtes venu même... C'est quoi ce que vous expliquez là? Est-ce que c'est un droit? Bon, c'est un droit puisque l'État a le droit de protéger les citoyens, la population. Ça, c'est le devoir de tout État. Et vous estimez que dans son engagement, l'État vous a complètement oublié, n'est-ce pas? Oui, on a oublié, le quartier Doucouré a oublié. Au moment des élections, même si c'est l'eau de caca qui coule là, ils vont venir, ils vont remonter les pantalons, ils montent sur, ils sautent les eaux usées, venir nous voir, d'aller voter. Une fois on finit de voter, le quartier n'est plus intéressant, le quartier n'est plus important. Mais au moment des élections... Mais au moment où ils viennent vous voir, d'aller les voter, là, pourquoi vous ne posez pas le problème? Vous arrivez on leur dit toujours ce qu'on souhaite. On leur dit toujours ce qu'on veut qu'ils fassent. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face en ce moment dans le quartier Doucouré et qu'est-ce que vous attendez concrètement? Parlons peu, parlons vrai, M. Diomandé. On a besoin d'être recasé. Je vous explique une situation. Il y a 2 poids 2 mesures dans le quartier parce que la voirie prend le quartier. Il y a un côté qui a été recensé premièrement. Il y en a qui s'en sont en sortis avec les 13 millions de francs, les 12 millions, les 7 millions de francs. Et aujourd'hui, le second côté qu'on vient ajouter, on propose pour quelqu'un qui a sa maison en dû, on lui propose 1 200 000. Il n'a pas droit à la maison. Ou bien celui qui a construit une maison en bois sur son terrain n'a pas droit à une maison. Vous voyez, tout ça, ce sont des situations... Non, mais M. Diomandé, depuis qu'on a fait cette émission-là, quand nous avons parlé des déguerpis, chaque fois, il nous revient. Et c'est de façon récurrente. Au lieu de parler de logement, de cadre de vie, les gens veulent être dédommagés avec de l'argent. D'ailleurs, vous pouvez encore me donner la preuve irréfutable que ce qui vous intéresse, en fait, si on doit vous trouver un autre logement, il vaut mieux qu'on vous donne de l'argent. Non, non, non. Si ceux qui ont les logements ici, là, tous ceux qui ont le logement, là, s'ils ont le logement, ça sera le bienvenu. Ça sera le bienvenu. C'est la confiance qui fait que souvent on demande l'argent. Sinon, si on sait qu'on va avoir le logement, il n'y a pas de souci. Ça va nous faire énormément plaisir. C'est le logement qu'on souhaite avoir. Si on a le logement, tout le monde va partir, se reloger et puis définitivement, au lieu de partir des quartiers précaires en quartiers précaires. Ok, M. Diomandé, je reviens à vous tout à l'heure. Alors, chef, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que M. Diomandé dit? Bon, il y a un peu de contradiction dans ce que M. Diomandé dit parce que le relogement, c'est un impératif. C'est un impératif pour ces populations qui sont impactées par le 4e pont. Mais c'est ce que l'État a mandaté pour gérer ce projet-là, c'est eux qui sont en train de mélanger les choses. Ils ont dit dans les accords, le part avec la BAD, un propriétaire résident a droit à une maison. Et c'est ce qui a été commencé. Ils ont déjà construit 426 logements, ils ont relogé d'autres personnes. Et le part dont il dit le part complémentaire, quand on dit 1 200 000, nous on n'a pas demandé 1 203 000, mais nous demandons des maisons pour que nous soyons recasés à nos enfants. Nous voulons des relogements. Pour que ceux qui sont les déguerpis du 4e pont soient dans leur maison. On a cassé leur maison, on doit qu'ils soient dans leur maison. Avec ça, peut-être que le quartier précaire, ça va disparaître. Mais c'est la mairie qui est l'État de Côte d'Ivoire qui a envoyé les gens ici. Il y a le service technique qui sait que si là, c'est une voie projetée dans la longue. Mais il devait dû trouver un terrain définitif quelque part vers Songon, comme ils l'ont fait pour le site de relogement pour quelques personnes. Allez installer ces personnes qui sont venues du CHU. On doit être relogé, mais il y a une partie du quartier qui reste. Nous sommes en train de faire mains et pieds, nous sommes partis voir les autorités pour que cette partie qui reste là puisse être viabilisée parce que je suis en train d'entreprendre
des opérations pour qu'il y ait eau potable dans cette partie qui va rester. Et la partie qui va rester là, vraiment, c'est une doléance. S'il n'y a pas de site pour nous recaser, cette partie qui reste là, qu'on viabilise, qu'on trace les limites et qu'on lotisse pour qu'on puisse avoir gain de cause. Vous venez d'écouter le ressenti des populations. Hein? Oui. Je veux dire, c'était un véritable cri de cœur. Il est important de savoir que la zone aujourd'hui, qu'on appelle quartier Doucouré, dans les plans directeurs qui ont été faits il y a quelques années, c'était des emprises pour des infrastructures. Peut-être que le temps qu'on a mis pour réaliser ces infrastructures-là a fait que les gens se sont installés. En se disant que c'est une installation provisoire et à un moment donné, peut-être qu'ils allaient s'en aller. Mais on a oublié de construire des infrastructures pour le développement de la ville d'Abidjan. Et même ces infrastructures qu'on est en train de réaliser, ça peut aider dans une certaine mesure le problème des quartiers précaires. Parce que quand vous les écoutez tout à l'heure, quand M. Diomandé parlait, il a dit qu'il habite ici, il travaille ici. Souvent, les gens sont obligés de rester dans ces quartiers, c'est pour ne pas être trop loin des zones d'activité. Parce que quand vous les éloignez de leur zone d'activité, de leur lieu de travail, vous augmentez les dépenses en matière de transport. Et pour quelqu'un qui n'a pas assez de moyens, si les 2/3 de ses revenus doivent passer par le transport, il est obligé de rester à côté de son lieu de travail. Et souvent, il occupe des zones insalubres. Mais il y a des solutions. Aujourd'hui, quand j'ai énuméré les différents types de quartiers précaires, il y en a par exemple qui sont liés au statut foncier. L'État est en train de faire la régularisation pour que ces personnes-là puissent avoir des titres de propriété et que ces quartiers soient viabilisés, qu'on puisse amener l'eau et l'électricité. Mais pour des quartiers qui sont liés, qui occupent des zones où on a prévu des infrastructures, on est obligé de les déplacer. Mais là, c'est un autre problème à résoudre. Vous voyez, c'est un autre problème à résoudre. Quand on doit déplacer ces familles-là, il faudra leur trouver un autre espace, pas trop loin de là où ils étaient, pour pouvoir les reloger. Mais aujourd'hui, le foncier, il prend de la valeur, il coûte très cher. Et c'est difficile, souvent, à trouver dans l'environnement un espace pour les reloger. Et même encore, ce qui est plus difficile, au moment où on veut intervenir dans ces quartiers pour pouvoir reloger les gens, souvent, le nombre de personnes que vous avez au départ commence à augmenter. C'est-à-dire qu'on dit, les gens de Doucouré, on doit vous reloger. Quand on doit reloger, on doit recenser les familles. Et au moment où on commence à recenser les familles, il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent. Donc souvent, ça rend la chose complexe. Monsieur Diomandé, oui. Monsieur Babou vient de vous dire que vous n'aviez pas le droit d'être là. Moi, la seule chose que je retiens dans ces échanges-là, c'est que l'État est conscient de la situation que vous vivez. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Si on ne prend pas des dispositions, quand je regarde, moi, tous ces fils-là, j'ai le cœur qui bat très fort. Parce que je ne peux pas concevoir que des êtres humains, au nombre de 17, 20, puissent vivre dans un environnement comme celui dans lequel vous êtes en ce moment. C'est un danger grave que vous courez. Et je ne le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Est-ce que vous pouvez être encore patient et travailler de connivence avec l'État via donc ces structures, n'est-ce pas, qui, eux, sont des spécialistes, sont des techniques. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Tout à l'heure, le président des jeunes a fait une proposition qui est beaucoup alléchante, à mon avis. Il y a un côté du quartier qui va rester, il y a une bande qui va rester. La bande qui va rester, c'est une proposition. En fait, le technicien, il est là. Si cette bande-là peut être viabilisée et construire des maisons en hauteur, c'est-à-dire R+2, voilà, des 2 chambres salon, en bas, rez-de-chaussée, R+1+2. Je pense que beaucoup de personnes peuvent avoir des logements sur place. Mais ces logements-là, vous les voulez gratuitement, vous allez les payer, non, si. En fait, ça dépend. Ça dépend. Nous, on ne veut que des logements. Oui, mais je demande parce que vous n'êtes pas seul. Hein, on est près de 28 millions d'Ivoiriens. Hein. Oui, si chacun doit demander un logement gratuitement effectivement, à l'État. nous sommes sur un site qui est prêt à partir. Et puis, il y a une bande qui va rester. La bande-là ne peut pas rester aux abords d'une grande agglomération. Ce n'est pas possible. Okay. Du jour au lendemain, ils vont venir déguerpir ces gens. Nous, on souhaite que cette partie-là soit viabilisée, voilà, pour ceux qui occupent voilà, restent sur place.
au lieu de les faire partir ailleurs ou bien... Vous parlez avec beaucoup de responsabilité, vous avez le sens du devoir. C'est déjà bon d'être conscient que l'endroit où vous êtes là est occupé de façon illégale et que des travaux vont être effectués par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, donc il va falloir trouver un compromis puisque la situation devient pesante et éprouvante pour vous. Donc il va falloir trouver absolument une solution. Monsieur, vous voulez dire quelque chose? Il dit qu'il y a une partie qui va rester, qu'ils vont viabiliser. C'est une bonne chose. Si on peut les maintenir, il risque d'avoir de la spéculation. Et ça, c'est sûr. Parce que le pont qui passe et la route précède le développement. Donne de la valeur à l'endroit. Donc, souvent, les meilleures solutions qu'on propose, c'est de voir si on peut trouver d'autres sites de recasement avec des équipements minimums, installer ces personnes. Ce qui se dit concernant les quartiers précaires, moi, m'inquiète énormément. On parle de prostitution, on parle de nid de la pègre, on parle de l'endroit idéal où tous les gros bandits, les caïds se retrouvent. Avec tous ces dangers, comment faites-vous pour gérer au mieux votre quotidien et préserver vos enfants de tout ce mal qui vous guette? Il est difficile pour nous, n'est-ce pas, avec cette situation de précarité-là, de nous occuper de nos enfants. Donc ça les pousse à la drogue, à la prostitution. Bon, on est impuissant, mais la force des choses fait qu'on est obligé de voir ça comme ça. Quand on met un enfant au monde, c'est pour lui donner une bonne éducation. Mais quand on est impuissant devant de tels drames, il y a de quoi se poser les questions. C'est pour ça que l'équipe de production nous a donc poussé à venir ici pour faire le tour de la question. En conclusion, est-ce que nous avons vraiment été à la hauteur de ce dont nous devions parler? Si ce n'est pas le cas, vos critiques et vos suggestions sont les bienvenues. Une chose est sûre, nous nous battons pour que demain, nous puissions retrouver M. Diomandé et toute cette population-là, crier et dire merci donc à l'État de Côte d'Ivoire. Et dire merci à tous ceux qui auraient joué un rôle important pour que le non-précarité n'existe plus dans leur quotidien. C'est tout le mal que je souhaite à chacun et à chacune de vous. À bientôt pour un autre problème.